Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia et je vais répondre à toutes les questions que tu te poses sur ton passage de ceinture noire. Je vais traiter aujourd'hui du passage de la première darga, sachant que ces conseils s'appliquent aux autres ceintures bien évidemment. Donc est-ce que pour l'UV1, il faut toucher son partenaire quand on met des coups de pied? Je vais te faire une réponse de Normand, tu as les deux possibilités qui sont correctes. Si tu touches, le contact doit être léger. Par contre, si tu ne le touches pas, il faut que tu sois à la bonne distance. Ensuite, après l'exécution, est-ce que tu dois te mettre en garde ou est-ce que tu dois reprendre ta position neutre? Tu fais exactement ce que tu as envie de faire et tu privilégies celle sur laquelle tu es le plus à l'aise. Combien de frappes tu dois faire par angle et par bras? Donc c'est simple, c'est de 1 à 3 frappes, n'en fais pas 50. Tu fais une frappe, de 1 à 3 frappes, tu changes d'angle, de 1 à 3 frappes, tu changes d'angle, de 1 à 3 frappes, et tu continues à tourner jusqu'à ce que le jury te le demande. Et puis de toute façon, il est possible que le jury te dise exactement ce qu'il attend de toi. Alors est-ce que tu vas faire la totalité de l'UV ou est-ce que tu vas faire des petits sous-UV? C'est le jury qui va te dire exactement ce que tu dois faire. Donc tu es attentif, tu écoutes. C'est la première épreuve de ton passage, tu peux être un peu dans le brouillard, tu peux avoir un peu de stress. Donc tu te concentres et tu regardes les consignes que te donne ton jury. Pour l'UV2 c'est celle que tu préfères, hein, c'est le shadowboxing. Tu fais attention parce que tu vas être évalué tout seul. Il n'y a pas 2 ou 3 personnes qui font leur shadow en même temps. J'allais dire, le tatami est à toi pour 3 minutes. Alors vas-y, concentre-toi et c'est parti, 3 minutes, go. Alors pendant le shadow, les juges peuvent te faire des commentaires, hein, ils peuvent te motiver par exemple, mais c'est tout, ils ne vont pas te faire des commentaires techniques. Et ensuite c'est déroutant, méfie-toi parce qu'on ne va pas t'énoncer le temps, hein, on te donne le top départ, on te donne le top fin, donc c'est à toi de gérer ton effort. Tu fais attention au rythme de ton shadow, vraiment tu fais très attention. Il ne faut pas que tu sois trop lent, parce que tu seras sanctionné. Et par contre, il ne faut pas que tu sois trop rapide par rapport à tes capacités et qu'au bout d'une minute, tu t'effondres. Donc gère ton shadow le plus rapidement possible, sans dégrader tes techniques. Donc on va parler de l'UVA 3, hein, donc c'est les attaques connues à l'avance. Tu vas démontrer le sous-UV en entier. Si tu te trompes, tu fais une parade compte qui est ratée. Le juge peut te demander de le refaire, donc ça c'est plutôt bien. Par contre, si tu t'es trompé, que tu t'es rendu compte, tu peux demander à la refaire. Hein. Donc le juge va te laisser la refaire. Attention par contre, si tu te trompes à chaque technique, il est évident que le juge va te laisser une fois la refaire, pas 12. Imagine que sur le stress, tu fais toujours la même suite. Le jury peut te demander de changer de suite, donc sois attentif et ne fais pas toujours la même chose. L'UV3B. Souvent, il est demandé combien d'attaques, hein, combien d'attaques on doit faire, et la question aussi c'est en statique ou en dynamique. Et bien la réponse est que il va falloir que ton partenaire te fasse entre 4 ou 8 attaques, ou toi que tu fasses entre 4 et 8 attaques, d'abord en statique, et ensuite entre 4 et 8 attaques en dynamique. Voilà, tu as la réponse. UV4A, les saisies, les étranglements. Combien il faut que tu en fasses? Ton partenaire va tourner autour de toi et au minima c'est 5. Hein. En général, le jury va te dire le nombre d'attaques ou alors va te dire vas-y, attaque et je te donnerai le signal quand il faudra arrêter. Hein, donc de toute façon, tu n'en feras pas moins de 5. L'UV4A, donc en fait, c'est le sol. Ça va être tiré au sort. Les responsables de jury qui définissent les techniques qui vont être demandées à tous les candidats. D'accord? Donc les juges, quand ils arrivent le matin, ils ont un papier avec les techniques qu'il sera demandé. Avec les techniques qu'il sera demandé. Tu le sauras au moment de passer l'UV. Tu découvriras. Alors si c'est pas toi qui passes en premier, tu auras la chance de voir ce qui est demandé. Et si c'est toi qui passes en premier, maîtrise ton programme par cœur parce que tu peux être le premier à démontrer la technique. UV5A. Les attaques sont-elles inconnues ou le jury peut-il demander des attaques en particulier? Les attaques sont inconnues. Donc tu vas te faire attaquer de façon aléatoire par ton partenaire sur toutes les attaques. Et par contre, le jury va pouvoir demander une attaque particulière. Imaginons que ton partenaire ait oublié de faire la main gauche, il va demander à ton partenaire d'attaquer la main gauche. Ou s'il y a des techniques qui n'ont pas été vues, il va lui demander de faire telle ou telle attaque. Mais normalement, si ton partenaire connaît son programme, il est censé te faire un échantillonnage des attaques les plus communes. Est-ce que tu vas devoir désarmer le partenaire? La réponse est oui, si c'est possible. Hein, si tu lui as mis un grand coup de pied dans le bide et qu'il a reculé de 3 mètres, tu ne te jettes pas sur lui pour aller chercher l'arme. C'est en fonction de la situation que tu vas devoir ou non désarmer ton partenaire. UV5B. Est-ce que tu dois toujours tourner dans le même sens? Tu vas faire comme tu le sens, comme tu as l'habitude. Il y a des moments où tu vas tourner dans un sens, des moments où tu vas tourner dans l'autre sens. Il n'y a pas de règle précise par rapport à ça, tant que tes déplacements sont cohérents. Tu passes entre deux partenaires, qu'est-ce qui se passe? J'allais dire, c'est pas élimination, bim, le coup près tombe.
en fonction de ce qui s'est passé, en fonction du déplacement de tes partenaires. Je ne dis pas que ça doit arriver, mais ça peut arriver, c'est malheureux. Par contre, si tu passes 2 fois, je pense que tu sais ce qui va se passer. Alors, je vais te parler là quand c'est toi qui es attaquant dans ces techniques. Donc, c'est les 2 contre 1. Il y en a un qui a le bâton, il y en a un qui a le couteau. Imaginons que tu es passif, c'est-à-dire que tu attends que ton camarade est attaqué pour ensuite attaquer toi-même. Tu peux être sanctionné parce que là, c'est un problème d'attitude. Tu dois attaquer tout le temps, tu dois être présent. Tu sais que cette UV-là, elle est compliquée, donc ne te fais pas sanctionner. Si toi, tu la réalises bien, imagine que tu te fasses sanctionner, tu n'as pas ton UV parce que tu n'as pas attaqué comme il faut, ça serait dommage. UV 6, est-ce que les attaques vont être faites dans un ordre défini ? Non, ton partenaire va t'attaquer, va tourner autour de toi, va te faire toutes les attaques qui sont à ton programme sans ordre particulier. Donc à toi de t'adapter et de regarder où se déplace ton partenaire. Alors combien d'attaques est demandé ? Au minimum c'est 6 et le jury peut arrêter à 6 ou peut continuer s'il a envie de voir des points particuliers. D'accord ? Tu paniques pas. Si ça continue, ça veut pas dire que tu as fait quelque chose de pas bien, hein, si ça continue. C'est que le jury a besoin de voir quelque chose de plus. Et attention, comme tu es dans un super mood, tu te dis, ce que je fais c'est tellement bien que le jury se régale et c'est pour ça qu'il me demande d'en faire davantage. Et enfin, on arrive à l'UV7. Ah, le combat UV7. Alors, 2 possibilités. Tu as moins de 40 ans et tu vas faire un combat dur. Tu as plus de 40 ans et tu vas faire un combat souple. D'accord ? Donc, à toi de rester dans ce qui t'est demandé. Tu dois faire un combat dur et tu tapes comme un combat souple, tu seras sanctionné. Tu dois faire un combat souple et tu envoies des patates de forain, tu seras sanctionné aussi. Tu dois t'adapter, tu présentes ta ceinture noire, hein, tu n'es pas un débutant, donc c'est toi qui t'adaptes. Jusqu'à présent, l'UV7, en fait, c'était une épreuve de courage. On ne te demandait pas des choses particulières, tu y allais, tu avais le courage d'y aller, tu partais pas en courant dans les toilettes au début du combat, tu avais ton UV. Ça a changé. On va regarder des critères techniques pour lesquels tu vas être sanctionné. Donc je vais te les énoncer et tu feras vraiment attention. Le premier point qui va être regardé, c'est ta garde. Si tu te retrouves de profil sur ta garde, tu seras sanctionné. Ensuite, si ta garde est basse et que tu te fais toucher, tu seras sanctionné. Ensuite, on va regarder tes déplacements. Si tu marches, un pas après l'autre, si tu te déplaces bizarrement, tu seras sanctionné. Tu as appris à la ceinture jaune à te déplacer, il faut que tu suives les déplacements de ta ceinture jaune. Les frappes. Si tu frappes sans mettre le poids du corps, tu seras sanctionné. Ensuite, si tu frappes dans le vide et que tu n'es pas à distance, tu seras sanctionné aussi. Il est évident que l'on va regarder le niveau de ton adversaire. Si tu combats contre quelqu'un qui a l'habitude, qui a un œil de fou et à chaque fois que tu envoies une frappe se déplace, bien évidemment tu ne seras pas sanctionné. Par contre, si ton partenaire ne se déplace pas et que tu ne le touches pas, là, il est évident que tu seras sanctionné. Les défenses. Imagine qu'à chaque fois qu'il y a une attaque, tu prends le coup de poing, tu prends le coup de pied, tu n'arrives pas à défendre, tu seras sanctionné. Et enfin, l'attitude. Imagine, tu tournes le dos, tu refuses le combat, et pire, tu t'énerves, bien évidemment que tu seras sanctionné également. Donc, fais très attention à tous ces points. Donc, ce n'est pas la totalité des questions, tu en as peut-être d'autres, des questions sur ton passage, mais déjà, je pense que si tu écoutes ces conseils-là, ça devrait suffire à répondre à peu près à toutes les questions que tu peux te poser. Si tu as d'autres questions, je t'invite à t'inscrire à notre newsletter. Vas-y, crois en toi, fais-toi plaisir. Ce qui compte, c'est tu es prêt, ta préparation est là, tu es prêt ou prête, hein, on est bien d'accord, tu y vas, tu te fais confiance. Tu vas pour chercher ta ceinture. Mais pendant l'examen, dis-toi que tu es en train de passer une journée à pratiquer la discipline qui te passionne. Tu sais quoi ? Tu vas faire une journée de craft dans des conditions un petit peu dégradées parce qu'il y a ce stress qui est là. Si tu sais ce que tu es en train de faire, tu es simplement en train de faire du craft. Je tiens à remercier la FEKM pour le travail qui est exécuté pour la formation des jurys. Grâce à cette formation, tous les juges ont les mêmes critères d'évaluation. Ça permet d'avoir l'examen le plus juste possible et puis en plus, et vous n'oubliez pas que maintenant, il y a des caméras qui sont mises en place parce que les juges, c'est juste des hommes et des femmes, elles peuvent se tromper. Donc des caméras sont mises en place sur les tables et en cas de problème ou de litige, il y a simplement possibilité de faire un recours auprès de la fédération. Les vidéos seront regardées par le responsable des grades et techniques afin de trancher si les choses ont été jugées correctement ou pas. Merci à tous, merci à la grande famille FEKM et je vous dis, allez go, 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 on y est presque, tu vas y arriver.